Ne vous êtes-vous jamais posé des questions à l'apparence bête qui, une fois abordées, semblent être bien plus complexes qu'elles n'en avaient l'air ? Posez-vous la question de qu'est-ce que le temps, et vous allez voir qu'il vous sera impossible d'y répondre. C'est normal. Le temps est un mystère. Depuis le début de notre existence, nous essayons de le définir. Nous sommes capables de le mesurer, nous sommes capables de le quantifier, et pourtant personne ne sait réellement de quoi il s'agit. Le temps est-il bien réel ou n'est-ce simplement qu'une illusion relative à notre échelle, à notre perception de ce qui nous entoure ? Nous avons tous le sentiment que le temps défile, mais est-ce réellement le cas ? Le temps est-il relatif à chacun ou est-il absolu ? Nos souvenirs nous laissent penser que le temps a une direction, du passé vers l'avenir, mais est-il possible de changer son orientation et de l'accélérer afin de voyager dans le passé ? Cela pourrait-il entraîner des paradoxes ? Sans forcément en avoir conscience, nous voyageons déjà dans le futur, mais est-il possible d'accélérer ce voyage ou de le ralentir ? Pour le moment, la seule chose que nous pouvons affirmer, c'est que nous le subissons. La réponse à toutes ces questions ne se trouve peut-être pas ici, sur Terre, elle se trouve peut-être bien plus loin. Là où seuls des calculs complexes et des télescopes gigantesques nous permettent d'avoir un aperçu des objets qui se trouvent là-bas. Aujourd'hui, la notion de temps est omniprésente. Le monde tourne de plus en plus vite. Nous souhaitons que tout s'accélère et pourtant nous voulons rester jeunes. Nous essayons d'échapper à ce phénomène pourtant naturel en essayant de le contrôler. Pour cela, nous avons conçu plusieurs outils. Pour mesurer le temps, il nous suffit de prendre un objet ayant un mouvement régulier. Prenons par exemple la rotation de notre planète. Nous savons que celle-ci tourne sur elle-même de façon régulière. On peut donc dire que c'est un instrument permettant de mesurer le temps. En effet, lorsque la Terre effectue un tour sur elle-même, une journée défile. En ce qui concerne notre calendrier, un mois correspond à un tour de la Lune autour de la Terre et une année correspond à un tour de la Terre autour du Soleil. Avec notre évolution rapide, nous avons eu besoin d'instruments plus précis. C'est pourquoi nous avons inventé le cadran solaire qui indique le temps par le déplacement de son ombre sur un support gradué, le sablier dont la fonction est de mesurer une durée grâce à l'écoulement d'un fluide ou de cristaux dans un bulbe. L'horloge mécanique est bien plus précise. En effet, un poids comme une source d'énergie ainsi qu'un balancier comme régulateur lui permettent d'avoir une précision à la seconde près. Aujourd'hui, nous avons tous autour du poignet un instrument 10 fois plus précis, les montres à quartz, basées sur la propriété d'oscillation d'un quartz lorsqu'il reçoit une impulsion électrique. Mais sa précision est infime comparée à celle de l'horloge atomique qui est l'instrument de mesure du temps le plus précis. Sa régularité est incroyable, elle dérive de moins d'une seconde toutes les 30 millions d'années. Nous avons beau avoir tous ces outils, nous ne pouvons toujours pas définir le temps. Vous devez penser que nous mesurons quelque chose de fictif. Eh bien non, le temps est bel et bien réel. Il s'agit de la 4e dimension. Seulement, contrairement aux autres dimensions, le temps semble avoir une direction irréversible. Il donne l'impression de toujours s'écouler dans le même sens. C'est ce que l'on appelle la flèche du temps. S'il possède une direction, on peut dire qu'une cause va avoir une conséquence, un effet. C'est comme cela que nous percevons les choses à notre échelle. Quoi que nous fassions, il y aura toujours des répercussions. On appelle cela le principe de causalité. L'entropie va également dans ce sens. En effet, cette loi nous dit que depuis son plus jeune âge, notre univers tend vers le désordre. Il se désordonne toujours de plus en plus, inévitablement.
Prenons par exemple un verre. Si nous le lâchons, celui-ci va se briser inévitablement. Il passe d'un état ordonné à un état désordonné. Il est impossible que celui-ci repasse à son état d'origine. À l'échelle corpusculaire, les chances en sont tellement faibles que les probabilités l'interdisent. Tout cela rend le voyage dans le passé bien complexe, mais imaginons que dans le futur nous réussissions à inverser ce processus et remonter le temps. Quelles seraient les conséquences d'un tel acte ? Eh bien, vous allez voir que cela entraînerait énormément de paradoxes. Imaginons qu'un écrivain s'expédie à lui-même, dans le passé, en utilisant une machine à remonter le temps, un exemplaire imprimé du livre qui l'a rendu célèbre. Dans le passé, il écrit son manuscrit en recopiant simplement l'exemplaire reçu. Le livre n'a donc jamais été écrit, juste recopié. Ce paradoxe met à mal le principe de causalité. Il se crée alors ce qu'on appelle une boucle de causalité, un phénomène devient sa propre cause. Le film Interstellar de Christopher Nolan illustre parfaitement cela. En effet, dans un futur proche, alors que la planète Terre devient inhabitable, Cooper, ancien pilote de la NASA, reçoit les coordonnées géographiques d'une base spatiale secrète par le biais d'anomalies gravitationnelles traduites par du langage binaire. Il se remet alors en contact avec la NASA qui lui explique qu'ils ont envoyé 12 hommes sur 12 planètes différentes par le biais d'un trou de verre qui selon eux a été placé par une forme d'intelligence. Cooper fait alors son voyage interstellaire jusqu'à ce qu'il soit inévitablement attiré par le trou noir du système sur lequel il se trouve. À l'intérieur de ce trou noir, il découvre un tesseract, un objet en 4 dimensions, qui lui permet d'interagir avec son passé. On découvre qu'il s'est lui-même envoyé, dans le passé, les coordonnées géographiques de la base spatiale sans lesquelles il n'aurait jamais fait ce voyage interstellaire. Au final, Cooper n'a fait que recopier les coordonnées qu'il s'est lui-même envoyées du futur. On peut alors se poser une question qui n'aura jamais de réponse. Qui a découvert ces coordonnées ? Le voyage dans le passé semble pour le moment inaccessible, et pourtant, si nous observons le ciel, nous pouvons faire un tel voyage. Bien que cela soit contre-intuitif, la lumière ne se déplace pas d'un point A à un point B instantanément. Celle-ci possède une vitesse de 300 000 km par seconde, ce qui signifie qu'elle peut effectuer plus de 7 fois le tour de la Terre en une seconde. Une telle vitesse laisse nos yeux indifférents, c'est pourquoi nous ne la voyons pas se déplacer. Lorsqu'une étoile naît, celle-ci émet des photons, les particules qui composent la lumière. Sa vitesse n'étant pas infinie, il lui faut un certain temps pour parvenir jusqu'à notre œil. Si elle met une année pour venir jusqu'à nous, alors nous la verrons telle qu'elle était il y a un an. On peut donc dire qu'elle est à une année-lumière de nous. Après avoir compris cela, vous comprendrez alors que voir loin, c'est voir dans le passé. Plus nous voyons loin dans l'espace, plus nous voyons loin dans le passé, dans la 4e dimension qui est celle du temps. Bien que cette propriété de la lumière soit impressionnante, c'est loin d'être la plus fascinante. Pour comprendre la suite, il faut savoir que tout mouvement est relatif. Il dépend du référentiel de l'observateur. Dans notre référentiel, cet astéroïde est immobile, la Terre, la Lune ainsi qu'une lumière semblent tourner.
Si nous changeons de référentiel, nous pouvons constater que cette fois-ci, c'est l'astéroïde qui tourne et le reste qui est immobile. Rien ne nous dit qu'un référentiel prime sur l'autre, les deux se valent. Imaginons maintenant deux coureurs, un à l'arrêt et l'autre en mouvement. Pour la personne à l'arrêt, c'est la personne qui court qui est en mouvement, alors que pour la personne qui court, c'est la personne à l'arrêt qui est en mouvement. Ce phénomène est également présent lorsque vous êtes dans un véhicule en action, c'est le paysage qui défile. Maintenant, prenons une cycliste. Si celle-ci jette une balle depuis son vélo en mouvement, alors elle verra la balle se déplacer à la même vitesse que si elle l'avait jetée à l'arrêt. En revanche, pour un observateur à l'arrêt, la vitesse du vélo et de la balle vont s'additionner. Donc selon le référentiel, la vitesse de la balle varie. La vitesse d'un objet est relative à l'observateur. Concernant la lumière, tout est différent, quitte à bouleverser notre vision du temps. Contrairement à ce que nous venons de voir, la lumière, quel que soit le référentiel, se déplace toujours à la même vitesse. Pour la personne en mouvement, elle va se déplacer à 300 000 km/s et pour la personne à l'arrêt, elle va aussi se déplacer à 300 000 km/s. Cela va engendrer des conséquences énormes qui vont vous paraître irrationnelles et pourtant ceci est bien réel. Si sa vitesse ne varie pas, c'est parce que le temps de l'observateur en mouvement va se dilater. La montre d'une personne prenant l'avion tournera moins vite que celle d'une personne étant immobile à l'aéroport. Cependant, un avion est bien trop lent pour que cet effet soit perceptible. Il faudrait concevoir une structure pouvant nous propulser à une vitesse proche de celle de la lumière. Mais grâce à ce phénomène, une telle structure pourrait nous faire voyager dans le futur, même si cela engendrerait certains paradoxes. Reprenons un exemple d'Interstellar. À bord de son vaisseau, le temps de Cooper est bien plus dilaté que sur Terre. Il vieillit donc plus lentement que sa fille qui est sur notre planète. Lorsqu'il rentre de son voyage interstellaire, sa fille est bien plus vieille que lui, ce qui normalement est impossible. Vous savez maintenant que théoriquement, le voyage dans le futur est possible grâce à ce principe appelé la relativité restreinte. Cette loi ne tient pas compte de la gravité qui elle aussi a une influence sur le temps. La relativité générale en tient compte. Il est important de savoir qu'absolument tout notre univers repose sur un tissu élastique en 4 dimensions que nous appelons l'espace-temps. Plus une planète va être lourde, plus l'espace-temps va se courber. Cette déformation de l'espace va également déformer le temps. Le temps se verra alors être plus dilaté sur un objet massif ou en se rapprochant de son centre de gravité. Cela signifie que l'horloge d'une personne étant proche du centre de gravité de la Terre, donc en basse altitude, s'écoulera plus lentement que celle d'une personne se trouvant en haute altitude, bien que cela soit si infime que nous ne le percevons pas. Maintenant, imaginez les conséquences que peuvent avoir des astres extrêmement denses et massifs sur l'espace-temps. Une étoile se forme à partir de nuages de gaz et de poussière. Sous l'action de la gravité, les particules vont s'attirer les unes les autres jusqu'à former une proto-étoile. Celle-ci va se comprimer sur elle-même jusqu'à ce que ces particules fusionnent et libèrent une énorme quantité d'énergie. La force de cette fusion va alors contrer la force de gravité et le volume de l'étoile va devenir stable. Elle va rester dans cet état plusieurs millions d'années jusqu'à ce que celle-ci ait consommé toute son énergie thermonucléaire. Si l'étoile est assez massive, qu'elle fait au moins 30 fois la masse du Soleil, son noyau n'étant soumis qu'à la force de gravité va se comprimer sur lui-même pour devenir une singularité n'ayant aucun volume, pendant que sa structure va exploser et créer ce que l'on appelle une hypernova. Cela va alors faire un trou dans l'espace-temps en l'étirant à l'infini et former l'un des plus grands mystères d'aujourd'hui, un trou noir. La gravité d'un tel astre est tellement intense qu'autour d'un certain rayon, même la vitesse de la lumière ne suffit pas pour s'en échapper. C'est pour cela qu'une zone nous apparaît noire, la lumière est prise au piège, et on appelle cette zone l'horizon des événements. Quant au disque de lumière qu'il y a autour, ce sont des débris et de la poussière en forte accélération. Ils ont une température très élevée et libèrent alors beaucoup de lumière. C'est pour cela que nous pouvons percevoir ces astres qui sont présents au cœur de presque toutes les galaxies. Si vous vous approchiez d'un tel objet en ne prenant en compte que l'effet du temps, alors votre temps se dilaterait de plus en plus. En vous rapprochant du centre, pour vous, tout s'accélérerait de plus en plus et vous assisteriez à la fin de l'univers s'il y en a une.
En revanche, si une personne éloignée du trou noir vous observait, elle vous verrait ralentir de plus en plus jusqu'à ce que vous vous figiez. Voilà comment le temps peut être vaincu. Vous savez maintenant que le temps n'est pas celui que l'on croit, qu'il n'est pas absolu. Il n'est pas le même selon chacun et ceci n'est pas psychologique, mais bien physique.